On n'arrête pas partout sur les réseaux sociaux d'entendre parler de taux, de taux, de taux, de taux. Moi, je m'exprime rarement en taux, mais toujours en différentiel d'inflation. Parce que c'est très bien de dire que j'ai gagné 3%, par exemple, avec mon livret. Si l'inflation est à 3% et que ton livret est à 3%, en fait, tu n'as rien gagné, tu n'as juste pas perdu d'argent. Aujourd'hui, la fiscalité, dans tous les cas, elle est punitive. Donc si rien n'est mis en place, les pertes d'argent vont être conséquentes. J'ai eu pour le coup le cas d'une cliente qui est décédée et le bénéficiaire, c'était son premier amour. Premier amour avec lequel elle n'était ni mariée ni n'avait d'enfant. Vaut mieux, entre guillemets, être triste au volant d'une Porsche que d'être heureux à vélo, selon certains. C'est quand on n'est pas dans le besoin qu'on commence à se dire que l'argent n'est pas utile. Jouer le jeu vidéo de la vie. Le but dans la vie, c'est d'acquérir des compétences et de respecter les règles du jeu. On investit, on accumule et on construit. Mais est-ce qu'on a vraiment pensé à ce qui se passe quand on n'est plus là? Ce n'est pas une question morbide, mais plutôt une question stratégique. Parce que les familles qui ne s'en soucient pas ont souvent construit pendant des décennies pour voir disparaître en quelques années ce qu'elles avaient mis du temps à créer. Kevin Dalibert accompagne aujourd'hui des familles, des cadres et des dirigeants sur le patrimoine long terme, la transmission, la protection et l'épargne qui dure. Il travaille avec le Conservateur, un réseau qui a introduit la tontine en France en 1844. Oui, vous avez bien entendu, en 1844. Et on va lui demander pourquoi personne n'en parle. Kevin, bienvenue dans Investir autrement. Déjà, merci de l'invitation. Alors, la réelle question, donc, c'est de savoir pourquoi la tontine, on n'en parle pas et pourtant ça existe depuis plus de 200 ans, quasiment, 181. Eh ben, c'est simple, c'est parce que agrément d'État, royal de Napoléon III, où les associations à forme tontinière ont été créées par donc les frères Riffaut et qui ont créé donc le Conservateur. D'accord. Donc là, c'est très intéressant de savoir, mais tout à l'heure, je te poserai la question de pourquoi est-ce que très peu de personnes la connaissent. Mais avant ça, j'aimerais m'intéresser plutôt à qui tu es et à quel est ton parcours et comment tu es arrivé à là, dans ce monde de conseil patrimonial, pardon, hein, plutôt. Alors, mon parcours, il est très hétéroclite et hétérogène, dans la mesure où j'ai commencé par un petit peu me perdre, dans mes études, quand j'étais beaucoup plus jeune et donc j'ai fait aussi bien, infirmier que, responsable commercial, travailler dans les vignes. J'ai fait vraiment plein de choses et ce qui m'a toujours intéressé dans tous ces boulots, c'était avant tout l'humain. Et le fait de pouvoir agrandir mes connaissances tout en aidant mon prochain. L'activité que j'ai le plus menée, c'était quand j'étais au Crédit Mutuel. Du coup, j'ai travaillé pendant des années au Crédit Mutuel où, les valeurs du Crédit Mutuel, correspondaient bien quand j'y suis rentré à ce que je voulais faire, ce côté mutualiste et puis malheureusement très vite j'ai vu que, la banque s'est rapprochée de plus en plus, du stéréotype, bancaire et donc il n'y avait plus vraiment, selon moi, de différence entre le Crédit Mutuel et la Banque Populaire ou d'autres banques. Et c'est là que, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, intégrer donc le Conservateur, qui est une entreprise mutualiste. Donc il n'y a pas d'actionnaire non plus au Conservateur et c'est vraiment ce qui m'a plu, en plus, bien évidemment, d'avoir, une solution patrimoniale à proposer à mes clients, que personne d'autre ne peut proposer. Alors, juste que je comprenne, tu travailles pour le conservateur ou avec le conservateur? Je travaille avec le Conservateur et pour le Conservateur. Pourquoi? Parce que du coup, je suis agent général d'assurance. D'accord. Agent général d'assurance, ça veut dire que j'ai un numéro ORIAS, j'ai une formation ORIAS qui me permet de pouvoir, d'avoir l'autorisation d'exercer mon métier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut être courtier en assurance ou agent général d'assurance. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, du coup, j'ai choisi de travailler en partenariat avec le Conservateur et uniquement le Conservateur pour 3 raisons, on va dire. La première, c'est le Conservateur en lui-même. J'adore l'histoire. 1844, c'est pas hier, c'est même pas avant-hier. La deuxième chose, c'est, la tontine, et cette approche, en plus de la tontine, cette approche, patrimoniale humaine, cette approche globale. Là où en banque, on avait plutôt ce qu'on appelle l'approche clé en main. En banque, toi qui es dans l'immobilier par exemple, en banque, tu veux acheter un bien immobilier, on va te le trouver, on va te faire le financement, on va te l'assurer, on va te proposer un garage, on va même te proposer la voiture qui va dans le garage en LOA et en fait, tu vas avoir une sorte de packaging, de clé en main
où tu ne vas avoir besoin de rien faire, mis à part ramener un salaire qui permettra de payer l'ensemble des prêts ou des crédits. Yes. Mais en tout cas, justement, pour revenir là sur le conservateur, du coup, lors de mon introduction, je disais qu'ils ont, sans me répéter 2 fois, introduit la tontine en France en 1844. 44, ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple ce que c'est? D'ailleurs, est-ce que c'est un sujet simple, La la tontine? tontine? Alors, simple, oui. Pourquoi? Parce que la tontine, du coup, date, alors, selon les sources, du XIVe ou du XVIe siècle. La tontine, c'est une association d'épargnants. Tout le monde met dans un pot commun et au terme, pendant une période définie, et au terme de cette période définie, les personnes qui sont vivantes récupèrent l'ensemble des capitaux à parts égales, plus le bénéfice, ce qu'on appelle d'ailleurs toujours le bénéfice de mortalité, c'est-à-dire une partie des capitaux de ceux qui, hélas, ne sont plus là. Donc à la base, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, sauf qu'aujourd'hui, on a un contrat de prévoyance qui s'adosse sur la tontine pour que les capitaux ne soient pas perdus, mais une tontine en elle-même, sans la prévoyance qui va à côté, est un contrat viager. Tu investis des capitaux pendant une période qui, à l'heure actuelle, va de 8 à 25 ans, donc 8, 9, 10 jusqu'à 25 ans. Au terme, les personnes qui sont vivantes se partagent les capitaux dans la tontine, plus bien évidemment à l'heure actuelle, ces capitaux travaillent sur du private equity, sur de l'économie réelle ou des choses. L'exemple que je donne toujours, c'est Grand Frais par exemple. Le conservateur le conservateur ouvre une tontine au 1er janvier de l'année et il ouvre cette tontine pour une période de 25 ans. On peut investir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des tontines qui vont de 8 à 25 ans. Pourquoi? Parce que quand on investit dans une tontine, par exemple, de 15 ans, en fait, on investit déjà dans une tontine qui a 10 ans. À quoi, normalement, la plupart des personnes me disent « Oui, mais c'est très gentil, mais ça veut dire que j'ai perdu déjà 10 années d'investissement. » Et c'est là où le côté mutualiste du conservateur intervient, puisqu'en fait, indirectement, quand vous investissez dans une tontine de 15 ans, vous bénéficiez déjà des performances qui ont été faites les 10 dernières années. Il y a juste au terme ce qu'on appelle un prorata temporis, donc en fonction de la durée, la durée pendant laquelle une personne a investi dans une tontine, va avoir plus ou moins, ce qui est normal. Plus vous investissez longtemps, plus votre rendement va être important. Et chose qui est un peu la quintessence, je dirais même le phare de mon métier, c'est qu'on n'arrête pas partout sur les réseaux sociaux d'entendre parler de taux, de taux, de taux, de taux. Moi, je m'exprime rarement en taux, mais toujours en différentiel d'inflation. Parce que c'est très bien de dire que j'ai gagné 3%, par exemple, avec mon livret, mais si une inflation est à hauteur de, je ne sais pas moi, si l'inflation est à 3% et que ton livret est à 3%, en fait, tu n'as rien gagné, tu n'as juste pas perdu d'argent. Alors, je dirais que c'est toujours mieux que de l'avoir sur son compte courant ou sur d'autres produits qui ne rapportent pas forcément, puisque quelques personnes et quelques clients prospects que j'ai rencontrés étaient persuadés que leur argent en banque leur permettait de pouvoir le sécuriser et le faire travailler. Le sécuriser, j'étais d'accord avec eux. Le faire travailler, non, puisque le rendement était inférieur à l'inflation. Juste pour finir sur la tontine, si aujourd'hui c'est un levier qui est déjà aussi vieux par son histoire et déjà aussi puissant, pourquoi est-ce que personne n'en parle? J'ai l'impression que... Parce qu'il faut Alors, une tontine, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association d'épargnants pour une période de 25 ans. Ça veut dire que déjà, à la base, une personne qui veut se lancer, une entreprise, quelle qu'elle soit, qui veut se lancer dans la proposition de tontine, dans son éventail de services, devra mécaniquement avoir une période de 25 ans pendant laquelle elle ne verra pas s'il y a ou pas de performance, mis à part les gestionnaires, dont on en a à peu près 7 conservateurs qui les gèrent quotidiennement. Mais en fait, il y a quand même une période qui est assez longue pour pouvoir avoir du rendement. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est qu'il y a quand même, au cours de 180 ans d'expérience, il y a un savoir-faire au conservateur. Ce qui fait qu'une personne néophyte devra forcément venir se former, selon moi, au conservateur. Je ne sais pas trop si, quand on a une exclusivité sur un produit, on a la volonté de donner les astuces à d'autres pour créer de la nouvelle concurrence.
Mais en tout cas, je pense que sur le principe, je Oui. pense qu'on peut facilement trouver des informations de ce que c'est, Oui. après sans forcément Ah bah rentrer c'est très simple. dans tous ces détails. Comme tu me le disais tout à l'heure, enfin, je vais commencer, puis j'ai divergé. La tontine, c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Parce qu'en fait, c'est très ancien. Il n'y avait pas encore à l'époque tous ces systèmes de vases communicants entre les capitaux, etc., ou de complexité financière. C'est-à-dire la tontine, tout à la base, elle a été créée dans la région de Naples, et toute jeune fille qui naissait, la famille mettait un florin dans un pot commun. Si elle atteignait 18 ans, donc ou les filles qui atteignaient 18 ans récupéraient le pot commun et donc pouvaient avoir ce qu'on appelait à l'époque la dot pour avoir un mari qui soit, selon les critères et les standards de l'époque, mieux que quand la dot était plus basse. Effectivement, c'était une autre époque. Mais donc c'est très simple. On donne un, il y a 100 personnes qui donnent un, bah, à 18 ans, on récupère 100 florins, alors que tu en avais mis qu'un seul à la base dedans. Et ainsi de suite, quoi. Donc Oui, la prochaine ça. aura aussi la même chose, et puis jusqu'à ce que... Et il existe la tontine africaine ou la tontine chinoise, qu'on peut rapprocher un petit peu de la tontine qui est au conservateur, même si c'est pas du tout pareil. Nous, on fait de la tontine financière. Il existe également de la tontine immobilière. Donc là, plusieurs personnes investissent dans un bien immobilier. Le dernier qui en vit, c'est le propriétaire du bien. Mais la tontine africaine ou la tontine asiatique, là, c'est des gens qui se mettent en association. Et tous les ans, selon le roulement, en fait, c'est une personne de cette association qui récupère l'ensemble du pot. Donc tu mets, je sais pas, chaque famille, il y a 100 familles qui mettent 10 euros. Eh ben, la première année, il y en a une qui récupère 1000, puis la deuxième année, etc. C'est qui est une sorte d'effort d'épargne, plus que réellement un système de tontine, mais c'est un effort d'épargne où on met dans le pot commun et finalement, chacun à son tour, finalement. c'est ça, récupère ce qu'il a mis plus que les autres ont mis. Écoute, en tout cas, Et c'est utilisé principalement chez eux pour pouvoir monter des entreprises. Tiens, voilà, je n'ai pas beaucoup les moyens. Si je récupère 4 000 euros, je suis content. Je peux lancer mon business tout d'un coup. Effectivement, donc c'est vraiment un sujet où finalement j'avais en tête du coup que certaines familles asiatiques ou africaines faisaient ça, mais c'est vrai qu'on peut le rapprocher de la tontine. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi te lancer sur un autre sujet, qui est la retraite. D'accord ? Vaste sujet. Mais on va essayer d'être un peu plus précis, dans le sens où même si aujourd'hui j'ai l'impression que les mentalités changent sur la préparation de la retraite, j'aimerais quand même que tu expliques à ceux qui n'auraient peut-être pas compris quelle est la différence entre commencer à préparer sa retraite quand on la voit s'approcher, je dirais, à peu près à 55 ans, ou à 25 ans. Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment si on fait juste un petit parallèle entre les deux, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Donc, entre préparer la retraite à 25 ans et la préparer Ou à 55 ans, par exemple. Oui, à 55 ans. Il y a déjà plusieurs axes dans ta question, puisqu'aujourd'hui, le paradigme il a changé au niveau de la retraite par rapport à nos parents ou nos grands-parents. Donc déjà, la vision retraite n'est plus la même pour quelqu'un qui a 55 ans, donc il va bientôt avoir sa retraite, et quelqu'un qui aujourd'hui en a 18, 16 ou 25. C'est pas le même axe. Ce que je dis moi à tous les jeunes que je rencontre, c'est que à l'époque, on se posait la question de est-ce qu'on peut mettre de côté pour sa retraite ? Aujourd'hui, les jeunes doivent plutôt se poser la question de quels sont les sacrifices qu'ils doivent faire dans leur budget pour mettre de côté pour leur retraite. Puisqu'indirectement, il y a encore 40 ans, ce n'était pas une obligation de mettre de côté pour sa retraite pour avoir une vie standard. Aujourd'hui, un jeune est obligé de pouvoir se mettre de l'argent de côté pour sa retraite, sinon les retraites n'ont pas vocation, aux dernières informations, à augmenter. Donc aujourd'hui, on est obligé de mettre de côté pour sa retraite, comme on est obligé de faire des courses, de mettre de l'essence ou payer son assurance pour la voiture. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que donc mon entreprise s'appelle Temps Valeur Patrimoine. Pourquoi ? Parce que le plus important pour moi, ce n'est pas l'argent. L'argent est un moyen. Le temps, c'est quelque chose qu'on a au départ et qui se réduit au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'on décède. Donc, quand on a 20 ans et qu'on se dit « je veux préparer ma retraite », directement, ça va demander un effort d'épargne qui est moindre pour le même montant au terme. Et là, je ne parle même pas de rendement, etc. Ça, c'est accessoire, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui met depuis ses 18 ans 10 euros de côté tous les mois, c'est 120 par an,
il fait ça pendant 10 ans, ça lui fait 1 200 et ainsi de suite. Et là, je parle, comme dit, pas d'intérêt, les montants commencent à grandir. Là derrière, bien sûr, on peut rajouter de la variabilité, etc. Donc le temps, très important pour la retraite. Après, il y a une génération, on va dire les 45-50 ans, qui sont un peu sacrifiés parce qu'on est sur une réelle bascule entre un ancien modèle des grands-parents plutôt, sur une retraite, où ils n'avaient pas forcément l'habitude de mettre de côté pour la retraite, ou mais je crois que c'est une prochaine question, l'argent est assez tabou en France, il n'y a pas cette éducation financière dans les familles. Donc, il n'y avait pas forcément cette volonté d'investir, qu'on retrouve peut-être chez les entrepreneurs, mais en tout cas chez les salariés ou juste les gens qui ne sont pas intéressés par leur patrimoine, ce n'est pas mis en place. Et là, on va se retrouver sur une sorte d'entre-deux, on appelle le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que ils n'ont plus beaucoup de temps pour mettre de côté pour la retraite. Ils ont en général des prêts ou des enfants ou des études à payer. Et en même temps, ils veulent avoir un complément de revenu parce que quand ils ont fait leur simulation sur le site de la retraite, ils se sont rendus compte que c'était moins que ce qui était prévu. Et là, des solutions existent, mais voilà, je ne suis pas le magicien d'Oz, donc on n'a rien sans rien. Donc forcément, l'effort d'épargne ou l'investissement est beaucoup plus important quand on a 55 ans et qu'on veut partir à 60 ou 65 ans. Ouais. Voilà. Parce qu'après, en fonction de l'investissement, on peut même choisir l'âge de départ à la retraite. Mais si on n'a jamais investi, c'est quand on a assez de trimestres ou quand on estime que soit la santé ne suit plus ou soit les arrangements sont suffisants pour pouvoir vivoter ou juste vivre de sa retraite. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et justement, pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y aurait déjà une seule façon de bien investir pour sa retraite ou comment est-ce que toi tu vois la chose? Est-ce qu'il y a une bonne façon d'investir pour sa retraite? Il y a plusieurs manières d'investir pour sa retraite. Ça dépend du profil de chacun. Je connais des jeunes qui sont plutôt tête brûlée et qui se disent parce que les réseaux sociaux, moi je veux chercher du 10-15% de rendement annuel. Ça, on peut le faire quand on est jeune. Il faut juste partir du principe que les capitaux, il ne faut pas en avoir besoin. J'entends souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, parler des intérêts composés. Voilà, les fameuses... c'est quoi Boule de neige. la huitième meilleure merveille du monde selon Léonard de Vinci. Des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une variable qui est souvent oubliée, c'est la vie. C'est-à-dire que, hypothétiquement, si on met par exemple de l'argent tous les mois, 50 € tous les mois sur un compte titre, jusqu'à sa retraite, effectivement, les rendements peuvent être très bons, on a le temps, on part du principe qu'on est un réel robot, donc c'est-à-dire que annonce d'une guerre en Ukraine, de l'élection d'un président aux États-Unis, quel qu'il soit, je sais pas, une inflation qui arrive, un nouvel iPhone qui sort, tout ça on s'en fiche, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ces capitaux, on les laisse. Oui, très bon investissement pour sa retraite. Malheureusement, l'être humain, c'est un être humain, et donc parfois il a des pulsions, puis il se dit c'est quand même bien de pouvoir avoir la même voiture que mon copain, et puis c'est vrai qu'il a bien rapporté quand même mon compte titre. Donc je vais retirer de mon compte titre, je vais payer la fiscalité du moment, puisque celle-ci aussi varie assez régulièrement. Et ces capitaux, du coup, je les ai utilisés pour acheter ma voiture, pour mon projet, pour mon investissement immobilier aussi. Et donc, dans ces cas-là, on va fermer la porte d'un projet pour un nouveau projet. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste qu'il ne faut pas oublier qu'un projet demande des capitaux et que les capitaux, quand ils sont à un endroit, si on les prend pour les mettre sur un autre projet, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'au bout d'un moment, il faut les remettre sur le premier projet si ce projet a l'intention d'être pérenne. Je pense que c'est très bien de prévoir, ou plutôt de commencer à investir tôt. C'est très bien. Mais il faut aussi qu'on commence peut-être à penser à l'après, et c'est ma prochaine question. Okay. Donc si aujourd'hui, et là j'aurais besoin peut-être juste d'un petit exemple juste pour illustrer, Okay. d'accord ? Si aujourd'hui je vis en couple, d'accord, et que je ne prévois pas l'après, c'est-à-dire que je ne prévois pas un testament ou autre pour quand je ne serai plus là, donc si je vis en couple avec ma conjointe, ou mon conjoint pour ceux qui nous regardent,
à la fin, si à la fin je ne suis plus là, combien est-ce que mon conjoint, ma conjointe récupérera de tout ça? Si tu as des petites idées, si tu as des pourcentages en tête, si on ne le prévoit pas, j'insiste là-dessus. Si on ne le prévoit pas. Alors ça dépend d'énormément de variables, parce que ça dépend de est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que ces enfants sont du même lit? Donc du même lit, ça veut dire, que, bah, c'est bien le père et la mère dont on discute. Ça dépend de si on était actif ou si on était retraité. Ça en fait, cette question est très vaste et c'est un peu le cœur de mon métier. Mais il est clair, dans tous les cas, quel que soit l'exemple que je peux te donner, que c'est l'équivalent d'une plusieurs dizaines d'années de vie qui seront perdues ou du moins offerts gracieusement à l'État. D'accord, donc si, même si on je ne sais pas, est-ce que tu as un exemple qui revient assez souvent peut-être? Alors l'exemple que je vois le plus souvent, D'une famille c'est peut-être qui n'aurait pas prévu justement l'après et mmh qui, parce que je pense que comme tu as dit, si on perd des dizaines, d'années, de vie active juste parce que, on n'a pas prévu ça, alors du coup on passe toute notre vie à le construire et puis on prend même pas 30 minutes pour y réfléchir. Est-ce que tu as un exemple qui revient assez souvent? Je sais pas. Alors l'exemple que j'ai le plus souvent, c'est des clients qui me disent souvent: «Oui, mais j'ai l'abattement des 100 000 € en cas de décès». Mmh. Donc, admettons un couple, un enfant, chacun a donc 100 000 € d'abattement. Et puis ils se disent: «Oui, mais nous, on n'a pas 200 000 € sur nos comptes». Mais dans ces 100 000 €, il faut compter la maison qui, entre-temps, bah, entre le moment où vous l'avez achetée, où vous avez fait le prêt et le covid qui est arrivé, puis cette fameuse maison qui, bah, juste a un rez-de-jardin ou un petit bout de terre, ah, les 200 000 € ils sont déjà mangés. Et là, on commence à être sur, bah, de la fiscalité qui est, selon moi, punitive. Alors, bon, c'est un autre sujet, mais pour moi, le fait de taxer du patrimoine sur lequel on a déjà été taxé et sur lequel le chef d'entreprise a déjà été taxé, c'est beaucoup de taxes. Mais après, ça, c'est mon avis. Mais aujourd'hui, la fiscalité, dans tous les cas, elle est punitive. Donc, si rien n'est mis en place, les pertes d'argent vont être conséquentes. On peut être sur du 40, 60% parfois de perte du patrimoine parce que mauvais, bah, juste personne s'y est intéressé, parfois mauvais conseil aussi, et dans le pire des cas, bah, malheureusement accident de la vie, ce qui fait que la retraite, je reviens un peu sur ta question précédente, mais la retraite et la succession, la transmission, c'est pour quand je serai vieux. Oui, c'est bien quand on est vieux, mais un cancer, un accident de voiture, ouais, beh, tout ça, jeune chef d'entreprise, accident de voiture, j'ai eu le cas, un de mes confrères a eu le cas, moi je ne l'ai pas eu personnellement, mais bah, il avait, enfin monsieur, madame, accident de voiture, donc papa, maman décédés, le fils tout seul, il doit récupérer l'entreprise familiale, il n'a pas les compétences, parce que pour lui, c'était études de médecine. Voilà, comment on fait? Alors il y avait quelques aménagements qui ont été faits en amont, mais c'était encore pas assez par rapport à, bah, un décès brutal, de personnes de 50 ans. Effectivement. Donc vaut mieux, parce que le vieil adage, hein, je ma consoeur, la dernière fois, avait dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc bah, moi, j'ai juste rajouté que que c'est dans les vieux pots parfois qu'on fait les meilleures soupes. D'accord. Faut bien le comprendre, hein. C'est ça. Et que mon approche, je travaille donc pour le conservateur, donc l'approche conservatrice, cette gestion, alors même si aujourd'hui c'est peut-être un peu péjoratif de le dire, mais en tout cas c'est ma manière de travailler en bon père de famille, permet justement d'avoir une sécurisation pas à pas et surtout une approche globale, aussi bien sur le plan civil, le plan prévoyance, fiscal et bien évidemment épargne. Réduire la fiscalité, c'est bien, mais il faut quand même qu'on rapporte de l'argent. J'ai lu que l'assurance vie est le placement préféré des Français avec plus de 1900 milliards d'euros placés. D'accord. Mais en même temps, une grande partie de ces contrats, il y a une clause, on va dire plutôt générique,
Donc en gros, c'est mes héritiers, quoi. Qui ne veut pas dire grand-chose. D'accord? Donc ça, c'est juste pour qu'on continue sur la question précédente et peut-être pour ouvrir un peu plus le spectre. Donc là, j'ai des données de la FFA, donc qui datent de 2024, donc, où on a à peu près, on avait à peu près 1923 milliards d'encours, d'accord, en assurance vie en France, donc, ce qui représente donc le premier placement des ménages français. Mais de l'autre côté, on a les notaires de France sur lesquels j'ai trouvé aussi cette info que la majorité des contrats d'assurance vie ont une clause bénéficiaire non personnalisée, ce qui peut entraîner une taxation successorale là où elle aurait pu être évitée. Donc ça rejoint ce que tu disais. Donc on sait peut-être sur quelle enveloppe placer son argent, et on le fait, je pense, assez bien, donc en le plaçant sur l'assurance vie. Mais par contre, le plus important qui est de profiter justement de ce qui est mis en place, non pas seulement l'enveloppe, mais aussi le côté fiscal, on ne le fait pas. Mais pourquoi? Plusieurs choses. Déjà, clause bénéficiaire, c'est un peu mon cheval de bataille. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'étais en banque, effectivement, la clause bénéficiaire, elle est rarement, pour ne pas dire jamais, relue ni modifiée. Mise en place d'un contrat, on a ce qu'on appelle la clause standard. Donc mon conjoint, à défaut, enfin mon conjoint non séparé de corps ou non lié par un Pacs, à défaut mes enfants vivants représentés, voilà. Et une clause comme ça, donc qui est non nominative, est beaucoup plus effectivement punitive. Pourquoi? Parce que on a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie pour les versements faits avant 70 ans. Si à ça, on met juste mon épouse, mon époux, à défaut mes enfants, le contrat à 405. Alors, là, l'exemple n'est pas bon, mais parce que dans le cadre de la loi TEPA, il n'y a pas de fiscalité entre conjoints. Mais on va mettre par exemple mon frère à défaut, ma sœur à défaut, mon cousin. Alors déjà, si on met mon frère au moment de la mise en place du contrat, peut-être qu'entre-temps, on a eu un deuxième frère. Première problématique, c'est lequel? On ne sait pas. Donc là, clause bénéficiaire, assez problématique. Donc toujours nommer mon frère Gaston, vivant ou représenté. Donc ça veut dire que si Gaston est vivant, il a les capitaux. Si il est décédé, il est prédécédé, représenté, ça veut dire les enfants de Gaston. Deuxième chose, en général, il y a ce qu'on appelle le à parts égales, ces fameux 152 500 € par bénéficiaire. Quand les capitaux du contrat sont supérieurs à 152 500, on va mettre à parts égales Pierre, Paul ou Jacques, vivants représentés. Ce qui veut dire que déjà, là, on a quasiment un peu plus de 450 000 € qui permettent d'être transmis hors masse successorale. Parce que ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir. Le contrat d'assurance vie, le code de l'assurance vie, permet que ces capitaux ne soient pas dans la masse successorale, donc dans, si vous voulez, le montant global sur lequel on va payer les frais de succession. Ils sont, eux, concernés par le code de l'assurance vie, donc avec une fiscalité qui lui est propre, la fameuse flat tax dont on entend parler en cas de vie, mais il y a aussi une fiscalité de décès sur le contrat d'assurance vie qui, là, est plutôt intéressante. Et qui, d'ailleurs, régit le contrat d'assurance vie, le plan épargne retraite, le contrat de capitalisation et la tontier, qui fait partie aussi du code de l'assurance vie. Donc pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, donc, qui a une assurance vie avec cette clause standard ou générique, après cette vidéo, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait tout de suite aller contacter son banquier ou son agent général et vérifier cette clause. Petit aparté, si je peux me permettre, mais j'ai eu pour le coup le cas d'une cliente qui a eu qui est décédée, et le bénéficiaire, c'était son premier amour. Premier amour avec lequel elle n'était ni mariée ni n'avait d'enfant. La clause bénéficiaire, c'est Gaston Jacques, par exemple, avec qui elle était quand elle avait 20 ans. Qu'aujourd'hui, quand elle en avait 55 au moment du décès, qu'elle avait un mari et des enfants, l'ensemble du contrat d'assurance vie est allé à une personne qu'elle n'avait plus vue depuis plus d'une vingtaine d'années. Tout à l'heure, tu parlais de l'abattement successoral, c'est de tous les 15 ans. Oui. J'ai l'impression que c'est soit les gens ne connaissent pas, soit ils ne savent peut-être pas comment l'utiliser, parce que j'ai comme l'impression que
tout le monde ne les utilise pas alors que c'est là, c'est à disposition. Un peu encore comme une fois, comme on parlait tout à l'heure sur l'assurance vie. Ok, on a l'enveloppe, mais on ne sait pas réellement l'utiliser. Là, c'est pareil. Donc, on a la possibilité donc, de transmettre 100 000 euros à un enfant donc, tous les 15 ans. Mais, Enfin, 131 865. merci. Merci pour la correction. Donc, c'est toujours bon d'avoir un Non, professionnel. parce que les 100 000, on en entend souvent parler. Oui. Mais les 31 865 d'abattement sur les dons en somme d'argent, moins. Sachant qu'un don en somme d'argent, il faut juste que le donataire ait moins de 80 ans et que le bénéficiaire n'ait plus de 18. Ça se renouvelle tous les 15 ans aussi. Et donc, ces deux déjà cumulés, ça fait 131 865. Et ce 31 865 concerne également les grands-parents. D'accord. Voilà. Moi, alors, À plus de 60 ans aussi oui, tant qu'ils ont moins de 80 ans, tant Ok. que les grands-parents ont moins de 80 ans et que le bénéficiaire, le petit-fils ou petite-fille, a plus de 18 ans, on peut faire la donation des 31 865. C'est juste pour le coup, là, c'est un CERFA, donc il faut le déclarer sur le site des impôts, très important. Hein. Tous les dons, déclarez-les. Voilà, il n'y a pas de... On peut essayer, ça peut passer. Non, quand vous recevez de l'argent, alors, il y a cette fameuse variable du présent d'usage. Présent d'usage, techniquement, c'est quelque chose qui n'appauvrit pas le donateur. Mais techniquement, quand votre grand-père vous donne 10 euros, il s'est déjà appauvri de 10 euros. Donc là, on est un peu sur un flou qui fait que c'est à l'appréciation des autorités fiscales. Donc, préférez quand les montants sont importants, parce que papy, mamie vous a donné, dans le cadre d'un événement spécial, ou papa-maman aussi, hein, des capitaux. L'exemple typique que moi j'ai eu l'année dernière, c'est un grand-père qui était content, il a donné 7 000 euros à sa petite fille parce qu'elle avait eu son bac. Très bien. Le grand-père a le patrimoine et le patrimoine pour pouvoir faire ce don sans que ça lui impacte sa vie de tous les jours. Mais je lui ai quand même dit, même si pour vous, c'est pas grand-chose, faites la déclaration, faites le CERFA, et puis voilà, comme ça, le don, il est déjà noté, il est noté d'un point de vue temporel. Et on revient sur les 15 ans. Ça veut dire que ces 31 865, si malheureusement le grand-père décède et qu'il laisse des choses à sa petite fille, quand ils vont regarder les comptes, s'ils regardent les comptes, ces 7 000 euros vont être déduits des 31 865 au moment du décès, et non pas au moment où il a fait la donation. Donc s'il décède 15 ans plus tard, on parlait, mettons, on a 50 ans, malheureusement on décède à 70 ans, si à 50 ans on a dit « ouais, mais moi j'ai déjà donné ces 7 000 », à 65 ans ou à 70 ans quand on décède, c'est bon. On avait dit qu'à 50 ans, on les avait donnés, ces 7 000. Donc, on a de nouveau l'abattement on a de nouveau ces 7 000 sur les 100 000. Parce que 31 865, c'est du vivant. 100 000, c'est au moment du décès. Donc finalement, aujourd'hui, si on ne les utilise pas, c'est plus par manque de connaissances du coup. Manque de connaissances, et puis surtout, l'argent est quand même très tabou en France. La première remarque que j'ai de tous mes clients quand je leur dis parlez à vos parents ou parlez à vos grands-parents de leur succession, ils ont toutes la même réponse, c'est « ah bon, tu veux qu'on meure ?» Non, c'est en fait « ou tu veux nous tuer ?» Non, je ne veux pas vous tuer. C'est juste qu'il y a une manne financière qui est là, dont parfois on ne se rend pas compte, puisque c'est très bien fait quand même, les produits bancaires, ou même la finance de manière générale, c'est que vous avez 21 000 par là, ou vous avez tout d'un coup 40 000 qui est sur ce petit compte, puis j'ai une assurance vie sur laquelle je verse 150 euros depuis mes 18 ans, etc. Ah oui, ok. Ah mais ça compte pas. Oui, mais est-ce que la clause bénéficiaire, elle a été modifiée? Après, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle donation déguisée. Donc, c'est-à-dire que, mettons, voilà, j'ai un fils qui s'appelle Marcos, et puis quand je l'ai eu, c'était le seul enfant que j'avais. L'ensemble de mon contrat d'assurance vie va pour Marcos. Mais il se trouve que quand je décède, en fait, j'en ai 3 des enfants. Et puis que Marcos, il se dit, purée, c'est sympa, quand papa est décédé, moi j'ai eu 310 000 euros. Et les 2 autres, ils vont dire, quand? Je dis, bah oui, vous avez rien eu.
Non? Ah, bah attendez, un peu de la donation déguisée, parce que papa, lui, de l'autre côté, il nous a laissé les 50 000 à chacun, mais on ne savait pas que Marcos, il en avait eu 360. Donc là, on rentre sur des problèmes juridiques, parce que même s'il y a le contrat d'assurance vie qui l'encadre, etc., il y a quand même un des enfants qui a été, alors volontairement ou involontairement, préféré. Donc ici, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est à bien préparer, non seulement commencer Parlez-en. tôt, non seulement commencer tôt, C'est ça. donc investir, bien sûr se renseigner, hein, s'éduquer financièrement. Mais oui, on parlait peut-être à un professionnel pour bien encadrer et puis préparer l'après, hein, donc C'est là, ça. là, Préparez, ouais. Préparez l'après, parlez-en à un professionnel ou allez voir votre banquier. Et là encore, je ne vous ai pas parlé de rendement, mais allez voir votre banquier ou la personne qui gère votre contrat d'assurance vie, vérifiez régulièrement les clauses bénéficiaires. Quand il y a la naissance d'un enfant, rajoutez-le sur les clauses bénéficiaires si vous le voulez. Faites des clauses bénéficiaires nominatives, donc nommez chacun des enfants, chacun des bénéficiaires, parce que alors, ça, tout le monde ne le sait pas, mais à l'inverse d'une succession standard, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut avoir n'importe quel bénéficiaire, hors lien de filiation. Vous pouvez mettre le zone Mulhouse, vous pouvez mettre le voisin, vous pouvez mettre qui vous voulez. L'abattement est le même pour chacun, pour chaque individu ou pour chaque entreprise. Donc là, on a fait le tour, on a même parlé du coup de commencer tôt, on a parlé de préparer sa retraite, mais on va parler de l'après encore. Donc des générations qui viennent juste après nous. Ok. On dit en général, et d'ailleurs je vais même le lire, c'est que dans le monde, et pas que en France, statistiquement, la richesse dure 3 générations. On a la première qui la crée, la deuxième qui la maintient, et la troisième pardon, qui la dilapide. Mhm. Donc est-ce que c'est un manque d'éducation financière? Ou alors, est-ce que c'est un manque tout simplement, je dirais aujourd'hui d'héritage? Je dirais là, c'est plus le mental, c'est plus la psychologie de comprendre en fait l'effort que l'autre a fait et que voilà, c'est peut-être aussi à moi d'essayer de maintenir ça, ou c'est purement financier et puis on n'a pas l'éducation financière et puis on se sent peut-être moins concerné. Tu sais, c'est «Ah non, c'est mon grand-père qui l'a fait» ou comment est-ce que tu vois ça? Alors, déjà, il y a la valeur de l'argent, qui aujourd'hui n'est plus du tout la même que pour les générations passées. Parce que, effectivement, alors je vais prendre l'extrême, mais entre le grand-père qui avait sa ferme, s'est levé tous les jours, qui a créé du patrimoine, etc., qui sait ce que c'est que de ne pas partir en vacances pendant 5 ans, 10 ans, voire parfois quasiment toute sa vie, mis à part pour aller se faire un week-end dans les Vosges. Parce qu'il ne faut pas rester trop loin de la ferme, parce qu'il faut revenir. La génération d'après qui, du coup, elle, va récupérer déjà le foncier. Donc, c'est-à-dire à la ferme. Et puis j'ai vu que sur Internet, maintenant, on peut rénover les fermes, on fait du Airbnb, etc. Puis c'est fatigant. Et déjà, ce patrimoine-là, il n'a plus la même valeur. Parce qu'il y en a un, c'est la sueur de son front qui l'a créé. Si cette valeur, déjà dans la famille, n'a pas été transmise, c'est de l'argent facile, entre guillemets. La deuxième chose, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, alors je ne suis pas vieux non plus, mais j'ai quand même vu au cours de ma vie, hein, je parle un peu comme un vieux, mais qu'il y a eu quand même un vrai changement avec les réseaux sociaux dans ce qui est de l'approche du luxe, dans ce qui est de l'approche ce qui vaut quelque chose. J'ai des exemples. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez aller sur Instagram et voir un monégasque, par exemple, qui va vous montrer ses nombreuses montres, ses nombreuses voitures, etc. Et les gens ne retiennent pas que cette personne, c'est peut-être un entrepreneur de génie qui embauche peut-être et qui fait vivre peut-être énormément de familles. Eux, tout ce qu'ils vont retenir, c'est s'il a le temps de faire des vidéos et qu'il a 40 voitures dans le garage et que le matin, il doit juste savoir quelle montre il met et pas quelle est la valeur de la montre, il y a un rapport à l'argent qui est différent. Clip. Alors la musique, j'aime tout type de musique, mais dans les clips de rap, très vite, on a vu arriver des marques de luxe, quelles qu'elles soient. Parce que c'est normal, c'est pour montrer que ce jeu comme ça, c'est le rap-jeu, comme on dit au Québec. Mais donc, il y a cette accessibilité
à des choses qui étaient de niche, qui aujourd'hui rendent finalement... mon grand-père, il m'a donné que 5 000 quand il est mort. Il m'a donné... je pensais avoir plus. Ou c'est pas grand-chose de s'acheter la dernière console qui vaut 1 000 €, le dernier iPhone qui vaut 1 600 €. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne gagnent pas ça dans un mois. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a cette génération qui crée l'argent, celle qui va essayer de la maintenir, et puis après, il y a la génération qui la dépense. Et parce qu'en fait, c'est simple. Quand tout d'un coup, malheureusement, vous avez, c'est le cas que j'ai eu quasiment quand j'ai commencé, cette fameuse jeune fille qui a perdu, ce jeune homme, pardon, qui a perdu ses parents. Du coup, il y a énormément d'argent qui est venu d'un coup. Et là, il y a tout qui était accessible. Mais qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je vais m'acheter ce Pakem que je voulais toujours sur ma BM? Et puis je ne vais pas prendre la série 1, hein, prendre une petite série 6. Je veux, parce que moi je veux montrer. Et puis finalement, cette perte affective doit être comblée par quelque chose d'autre. Donc c'est là où on a besoin en général d'un accompagnement comme le mien ou comme ceux d'autres consoeurs ou contraires. C'est que l'argent, c'est un métier. Et tout le monde ne peut pas s'improviser trader, investisseur immobilier ou investisseur investisseur entrepreneur, pardon. Entrepreneur plutôt. Pour rebondir justement là-dessus, j'avais moi en fait, si tu veux, j'avais des données de l'INSEE et surtout je m'étais noté un petit passage du livre de Family Wealth de James Hughes Jr., je ne sais pas si tu le connais, où il disait que 70% des héritages familiaux disparaissent avant du coup la troisième génération, pas à cause des impôts, mais à cause de l'absence de gouvernance et de communication sur l'argent. Et là, je reviens sur le fait que l'argent est tabou chez nous. Est-ce que ça joue justement autant le fait de ne pas communiquer sur l'argent? Et la dernière fois, du coup, je discutais avec Lisa, où j'avais posé tout simplement la question, pourquoi est-ce qu'on a du mal à parler d'argent, ne serait-ce qu'avec son conjointe? On dort avec, on se réveille avec, on la voit tout le temps. Mais pourquoi on a autant de mal à parler de ça? Parce que finalement, si on a du mal à parler avec son conjoint, sa conjointe, finalement, ça veut dire qu'on ne parle pas aux enfants aussi d'argent. Alors, déjà, je vais répondre à la même chose que ce qu'a répondu Lisa. C'est-à-dire que pour moi, il est évident qu'à l'école, on devrait avoir de l'éducation financière comme on devrait avoir des maths ou du français, puisque la lecture, par exemple, on l'apprend et on l'utilise toute sa vie. Et jusqu'à preuve du contraire, l'argent, à partir du moment où on commence à avoir de l'argent de poche, on va utiliser de l'argent toute sa vie. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a beau dire ce qu'on veut, vaut mieux, entre guillemets, être triste au volant d'une Porsche que d'être heureux à vélo, selon certains. Donc, c'est quand on n'est pas dans le besoin qu'on commence à se dire que l'argent n'est pas utile. Mais il y a des gens qui se lèvent tous les matins et qui vont cumuler parfois plusieurs emplois pour pouvoir avoir cet argent. Et indirectement, ce qui fait la différence, selon moi, entre les gens qui sont riches, entre guillemets, et ceux qui sont pauvres, c'est cette éducation financière. Les gens qui sont bien nés, en fait, ont déjà autour d'eux, dans la famille, cette absence de tabou sur l'argent. C'est pas du luxe, c'est pas de la richesse. Enfin, indirectement, c'est une richesse, mais c'est une richesse, c'est le savoir, la connaissance, c'est la plus grande des richesses. Donc un père un père ou une mère, qui va expliquer que papa n'est pas à la maison ou maman n'est pas à la maison parce qu'il faut qu'elle fasse vivre son entreprise et peut-être même des personnes de son entreprise. Donc, garder cet équilibre toujours familial entre voir sa famille, mais aussi développer un business. Et moi, indirectement, je diverge un peu, mais par exemple, je me rappelle que ma fille, quand elle était en maternelle, elle a lu un livre, la maîtresse lui a lu un livre qui parlait d'un animal qui passait son temps à dormir et puis qui ne trouvait pas à manger.
Et ma fille a eu la réflexion de dire, mais qu'à trouver un travail, parce que si elle trouve un travail, elle aura de l'argent et il pourra s'acheter à manger. Parce que, en même temps, je ne suis pas plus riche qu'un autre. Mais pour moi, c'est important que ce savoir, au même titre que savoir bien parler, peut-être ne pas dire ouais, mais plutôt dire oui, bien se présenter. On en avait discuté il y a quelques mois. Voilà, arriver, ne serait-ce que d'arriver chez un banquier ou d'arriver chez une personne qui propose un service, bien habillé. Jogging, basket, c'est bien. Pour le paddle, même sur un terrain de golf, c'est pas autorisé. Donc, il y a toute cette éducation financière, mais également de savoir-vivre et de savoir-être, qui est très importante et qui, patrimonialement, fait vraiment la différence au bout d'un moment. C'est vrai que je fais souvent le parallèle et même je me souviens sur mes premiers contenus sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup insisté là-dessus. J'ai eu pas mal de retours, on me disait: «Oui, mais si même à la banque on se fait juger». En fait, c'est pas une question de se faire juger, Ah non? c'est une question de j'arrive il y a un cadre, d'accord? Je peux pas arriver, c'est comme, on va parler simple. Moi aujourd'hui, j'arrive chez mes parents, c'est mes parents, mais je peux pas arriver n'importe comment. Je veux dire, certes, je peux arriver avec mon jogging, mais pas le jogging en dessous des fesses. Ah Toi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un certain respect. oui, Je vais pas arriver n'importe comment chez mes parents. oui, mais chez Donc n'importe qui. non, mais j'utilise l'exemple des Oui, parents parce ouais. que voilà, on peut se dire: «Oui, si c'est chez l'autre», d'ailleurs, on a même plus, tendance à faire attention quand on est chez quelqu'un d'autre, autre que sa famille. On fait beaucoup plus attention plutôt que les gens de chez nous. On se dit: «Bon, c'est les gens de chez nous». Mais justement, si on va à la banque pour demander 300 000 € mais qu'on arrive en jogging, on parle n'importe comment, on n'a pas le bon jargon, pour moi, je veux dire, est-ce que toi, tu ferais confiance à quelqu'un qui, te parle n'importe quoi et qui certes, il a un projet peut-être qui, est incroyable, mais qui dit: «Bah, ça, ce projet-là, il va te rapporter 1 000 000 €». OK, c'est très bien. Et moi, je vais analyser ta façon de parler, ta façon de présenter la chose, parce qu'il faut que tu me mettes en confiance, un minimum. Puis même, c'est comme si tout ce qui est négociation, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est même vie, c'est comme si moi, je compare toujours, par exemple, au jeu du Monopoly. Sauf que si quelqu'un vient pour jouer avec toi autour d'une table au Monopoly et qui dit: «Par contre, moi, le Monopoly, moi, je fais pas comme tout le monde, moi, je prends pas des dés. Moi, je choisis tous les tours, je vais faire 12». Bah, les gens, ils vont te dire: «Oui, oui, tu as raison. Bah, tu feras 12. Mais par contre, tu feras 12 sur le plateau qui est là-bas». Parce qu'en fait, nous, on est en train de jouer au Monopoly. Ton jeu, il a l'air bien, mais c'est pas les règles du jeu. Si tu ne respectes pas les règles du jeu, on ne joue pas au même jeu. Si on ne joue pas au même jeu, bah, tu ne peux pas nous demander de jouer avec nous. Ou alors tu acceptes certaines règles du jeu. C'est basique. Alors, comment il s'appelle le nouveau bon, un influenceur qui. Mohamed Amar, c'est aussi là, non? Non, Je ça sais me plus. dit rien. Bon. Oussama Hamar. Ah, c'est ça, Oussama Hamar. Oussama Hamar qui, il y a quelques jours, ou quelques mois, avait une conférence et il y a 2 jeunes qui l'ont interpellé. Il expliquait un peu la même chose en rentrant un petit peu dans l'art, en disant: «Oui, mais remettez un cadre dans ce que vous voulez faire. Jouez le jeu vidéo de la vie». Le but dans la vie, c'est d'acquérir des compétences et de respecter les règles du jeu. Alors moi, j'aime bien les jeux vidéo. Quand tu joues à un jeu vidéo, quel qu'il soit, bah, ton personnage, au départ, il est niveau 1. Et au fur et à mesure du temps, tu vas acquérir des compétences. Compétences qui te serviront soit à avoir un métier, soit de développer ton épargne ou ton patrimoine, soit de juste faire partie du même jeu. Bien se présenter, c'est déjà ce qui fait la différence dans une évolution patrimoniale. Pour moi, la base même de cet accord tacite de bien se présenter, bien parler, être respectueux, ça t'ouvre énormément de portes de mentors, de n'importe qui, de gens qui sont prêts à partager cette connaissance. La connaissance de l'épargne et la connaissance, alors même si ça s'est énormément démocratisé, mais la gestion de patrimoine ou autre, c'est pas une niche. Tout le monde en a besoin. Du petit épargnant, même si pour moi il n'y a pas de petit ou de grand épargnant, mais d'un point de vue factuel montant, celui qui met 10 € par mois de côté aura besoin des mêmes connaissances que celui qui en met peut-être 10 000. Bon, j'exagère, mais c'est juste que l'accompagnement ne va pas être le même, parce qu'il ne va pas utiliser les mêmes tiroirs dans l'utilisation de son patrimoine. Mais en tout cas, les deux jouent au même jeu. Si aujourd'hui j'étais venu à ce podcast en short et en chemise à fleurs, et que j'avais eu
100 fois plus de connaissances et de compétences que ce que j'ai à l'heure actuelle, et ben finalement, je passerai moins bien. C'est-à-dire, ou alors, je suis totalement un huluberlu qui est hors dehors des règles du jeu et qui est tellement bon dans ce qu'il fait qu'il n'en a plus rien à faire des règles de la société. Et là, tu arrives sur le paradigme du fameux l'habit ne fait pas le moine, où tu es en t-shirt blanc sans marque, puis tu rentres dans une boîte, et puis si on te parle mal, tu rachètes la boîte. Mais ça, j'en connais pas. Moi non plus. Non, mais Enfin, à vrai dire, je connais, mais I'll keep it for me. voilà. Non, mais écoute, la conversation est très intéressante, mais malheureusement, on commence à s'approcher de la fin. Et chez nous, donc, dans Investir Autrement, on a une espèce de rituel, je peux appeler ça comme ça, où je vais te lire 3 affirmations. Mhm. Et le but n'est pas de me dire si tu es d'accord ou pas, mais plus, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu es partant du coup? Pardon, oui, avec plaisir. T'inquiète pas, prends ton temps. Alors, on y va pour la première. L'assurance vie, c'est pas un placement, c'est un outil de transmission hors succession. La nuance vaut des milliers d'euros et la plupart des gens ne la connaissent pas. Tu viens de présenter les 2 revers d'une même pièce, donc je pense que c'est et l'un et l'autre. Et ça dépend de comment c'est géré. Un contrat d'assurance vie, pour moi, je le compare toujours à un jardin. Tu peux avoir le même contrat, le meilleur contrat d'assurance vie du monde, s'il n'y a pas un jardinier, que ce soit toi, si tu en as les compétences, ou quelqu'un d'autre, qui vient régulièrement rajouter de l'engrais ou juste faire les arbitrages, donc c'est-à-dire récupérer les fruits du plant de tomate. Plant de tomate, tu as tes fleurs, tu as tes tomates, elles sont mûres. Si tu ne les récoltes pas, elles pourrissent. C'est cyclique. La deuxième phrase, c'est l'immobilier est souvent le premier actif qu'on transmet et c'est souvent le premier à créer des conflits familiaux si personne n'a anticipé. Une structure bien pensée dès l'achat change tout. Je suis entièrement d'accord. Après, pour moi, je pars du principe que l'immobilier, c'est bien pendant un temps. Et au bout d'un moment, il faut commencer à liquider l'immobilier. Pourquoi? Parce que, sauf cas exceptionnel, mais en général, à l'heure actuelle, les enfants ou les descendants sont éclatés partout, à l'époque en France, en Europe, voire dans le monde. Et parfois, ça devient plus un fil à la patte, même si le rendement est bon. Mais ça devient plus un fil à la patte que d'avoir de la gestion lointaine. Et puis, soit les enfants veulent le même bien et puis pas l'autre, etc. Donc, souvent mes clients, quand ils ont des enfants comme ça qui sont éclatés et que je leur pose la question, parce que la communication, aussi bien en couple que dans la gestion de patrimoine, c'est très important. Donc, autour d'une table, mettez les enfants, tout le monde de la famille quand ils sont assez grands, et dites, bah voilà, maintenant on a le patrimoine immobilier, on a écouté Kevin dans le podcast de Marcos, et donc on a vu notre banquier, et puis on commence à tout organiser. Est-ce que quelqu'un veut un appartement? Quel appartement? Quelle maison? OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on fait les donations partage qui vont bien ou les montages qui vont bien pour que chacun puisse avoir soit l'usufruit, soit la nue propriété, pardon, soit le bien en pleine propriété. Et par la suite, là, on peut garder l'immobilier. Sinon, il faut liquider pour que ça devienne des pépettes, de la caillasse, comme on dit, et que les enfants puissent à leur tour investir dans leur propre foyer. Donc on fait des enfants pas pour les garder à la maison, on fait des enfants pour qu'ils développent leur propre foyer de l'autre côté. Donc parfois, il est mieux de récupérer les capitaux de la vente d'un bien qui certes était un bien de cœur, etc., mais qui permet peut-être de donner ce coup de pouce. 10 000 euros à 20 ans n'a pas la même valeur que 10 000 euros à 50 ans. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était encore un autre point. Donc ce qui est le plus important, selon moi, c'est qu'au bout d'un moment, l'immobilier soit liquidé en fonction des envies et des volontés de chacun. L'arbitrage du coup. À un moment, il faut bien l'arbitrer. C'est ça. On passe à la dernière phrase. Un investissement bien structuré dès le départ, dans la bonne entité, avec la bonne fiscalité, c'est ce qui fait la différence entre un actif qui se transmet et un actif qui disparaît. Oui. Et à ça, tu peux coupler l'éducation financière. Et c'est bien de récupérer un montage, qu'il soit complexe ou non, mais il faut surtout comprendre ce que tu récupères et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des fois où il y a des capitaux, tu dis, il reste plein de capitaux, il faudrait que je les retire. Peut-être pas. Peut-être qu'ils sont là pour une raison. Cas exceptionnel, cas spécifique, les gens sur les SCI qui commencent à retirer le moindre euro quand ils rentrent. Puis à un moment, il y a quelques petits trucs à payer quand même sur une SCI. Notamment quand on gère plusieurs biens immobiliers ou plusieurs immeubles. Et quand la facture, elle doit être payée et que on l'a investi ailleurs
parce qu'on avait vu que telle ou telle plateforme c'était bien et que j'avais des bons rendements sur le S&P 500, quand il faut le retirer et que malheureusement c'est le moment où on fait -7 ou -8%, ça fait mal. Donc oui, la fiscalité, très important. Le rendement, c'est finalement pas le plus important, mais la fiscalité est le bon moment pour retirer son argent et la bonne manière de retirer son argent. Écoute, Kevin, je te remercie Je t'en prie. pour cet échange Avec plaisir. très constructif et j'espère que les personnes qui nous regardent J'espère avoir été assez ont- clair et concis. voilà, je pense que tu l'as été. Et puis, si jamais, bah, tu seras le bienvenu. Bah, Hein, écoute, tu avec grand reviens et plaisir. puis on Et réexplique s'il y a s'il des faut. questions, hein, vous n'hésitez pas. Voilà. Mais en tout cas, je tenais vraiment à te remercier. Et puis, aujourd'hui, et tu me corriges, hein, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'on passe sa vie à construire quelque chose. D'accord. On va travailler pour ses enfants, pour nous, hein, d'abord. C'est comme ça que je le vois. Et puis pour ses enfants, pour sa famille. Mais on prend peut-être moins de 2 heures ou voire pas du tout, de temps pour prévoir l'après. D'accord. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir, je retiendrai ça. Et c'est ça finalement qui marque la différence entre ceux qui laissent, on va dire, je vais dire comme ça, entre 10% et peut-être le double, donc 20% de plus à leurs enfants. C'est pas un chiffre précis, hein, ça c'est juste pour qu'on ait une idée. Donc entre ceux qui laissent très peu et ceux qui laissent peut-être beaucoup, et c'est pas le fait d'avoir beaucoup travaillé, mais c'est le fait de l'avoir prévu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je pense que jusqu'à là, on est d'accord. Oui, je suis oui, entièrement d'accord Bah avec toi. écoutez, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis à l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourrait parler. Et nous, on était avec Kevin aujourd'hui. C'était Investir autrement. À très bientôt.